merci. Je vais essayer de vous faire un tour du monde en 20 minutes. Ça va être assez rapide sur les systèmes éducatifs et les situations par rapport à la pénurie d'enseignants. Il me faudrait mes diapositives. Voilà, mes diapositives qui arrivent. Donc voilà, en 20 minutes, je vais utiliser les données de Thalys sur les enseignants qu'on vient de publier il y a quelques semaines et de regard sur l'éducation pour aborder toutes ces questions de pénurie et d'attractivité, puis essayer d'avoir une vision sur des leviers d'amélioration. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, on peut passer à la suivante. Je remercie par avance la personne qui passe mes diapositives. Donc, on est finalement dans une problématique, un enjeu qui est mondial aujourd'hui. Les questions d'attractivité, de pénurie d'enseignants sont discutées dans tous les pays et c'est pour ça que nous aussi, à l'OCDE, on a essayé de collecter davantage d'indicateurs pour essayer de mesurer la situation. Et je vais commencer par les questions de pénurie d'enseignants sur la diapo suivante. Un premier constat, c'est le vieillissement de la population. Alors, juste une petit conseil pour lire ce genre de graphique. Quand vous voyez la couleur bleue, c'est qu'il y a une augmentation. Quand vous voyez la couleur orange, c'est qu'il y a une baisse significative, dans ce cas-là, de l'âge des enseignants. Et quand la couleur est blanche, le cercle est blanc, c'est qu'il n'y a pas de changement significatif. Ça sera comme ça sur tous les graphiques. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, les enseignants du collège, du premier cycle du secondaire, ont 45 ans d'âge moyen. C'est en augmentation dans beaucoup de pays. La France est un petit peu dans la moyenne avec des enseignants au niveau du premier cycle de secondaire de 45 ans. Et quand on regarde aussi l'élémentaire, parce qu'on a cet avantage d'avoir dans Thalys des données pour 12 pays sur les écoles élémentaires, dont la France, on descend à 44 ans. Sur la gauche, on peut voir des pays où la problématique d'âge et de vieillissement de la population est très importante, comme la Lituanie, la Lettonie, mais ça doit être contrecarré aussi avec une autre tendance internationale sur le déclin démographique, qui fait que d'un côté, nos enseignants vieillissent et beaucoup vont partir à la retraite, et d'un autre, il y a moins d'élèves qui sont scolarisés, qui peut permettre aux politiques de prendre des décisions. Diapo suivante. La pénurie d'enseignants en elle-même, elle est mesurée aussi dans Thalys en fonction de l'opinion des chefs d'établissement, s'il manque des enseignants qualifiés. Et on peut voir qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, il y a 23% des chefs d'établissement qui déclarent qu'il y a un manque d'enseignants qualifiés dans leur établissement. Là encore, la France est sous la moyenne des pays de l'OCDE. Je vous ai mis les petites flèches rouges, ce sont les pays où les enseignants sont recrutés par concours. Dans les autres pays, il y a plus finalement un diplôme pour devenir enseignant et les enseignants envoient leur CV dans les écoles. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un système ou l'autre qui conduit à plus ou moins de pénurie d'enseignants, mais c'est vraiment une problématique. Et à Singapour, on voit également qu'il y a beaucoup de pénurie d'enseignants aujourd'hui. Diapo suivante, on le voit aussi, un autre indicateur intéressant, c'est la démission, c'est le nombre d'enseignants qui quittent le système d'éducation parce qu'ils vont partir à la retraite ou parce qu'ils démissionnent. On a pu voir en 2022-2023, il y avait 6,5% des enseignants qui ont quitté la profession. Alors les raisons sont différentes en fonction des pays. On voit dans les pays sur la gauche, Danemark, Estonie, Angleterre, c'est plutôt des démissions. En France, on voit que c'est plutôt des départs à la retraite. Et là encore, même si ces chiffres sont souvent en augmentation dans les pays, dans un pays comme la France, le nombre de démissions demeure assez réduit par rapport au nombre d'enseignants dans le système. C'est ce qu'on peut voir. Diapo suivante. On a pu voir aussi dans Thalys les jeunes enseignants qui quittent le métier ou qui comptent quitter le métier dans les 5 prochaines années. La moyenne des pays de l'OCDE est de 20%, le chiffre de la France est 14%, et je vous ai mis Singapour en évidence parce qu'en Singapour, il y a beaucoup de jeunes enseignants qui comptent arrêter de devenir enseignants parce qu'il y a des perspectives aussi de changement de carrière, de devenir chef d'établissement avec cette idée de développement de la carrière tout au long des années finalement. On commence enseignant et on évolue progressivement vers des métiers dans des postes de direction.
On voit que tous ces chiffres, finalement, ils sont assez modestes. Donc, les problématiques sont réelles, mais malgré tout, on n'est pas encore dans une crise trop grave de pénurie d'enseignants, même si le fait que ça s'aggrave chaque année pose des questions assez importantes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, on a de la même façon, dans cet objectif d'attractivité, cette tentative de recruter des enseignants, enfin, qui ont une expérience professionnelle avant, et on peut voir que là encore, on dépasse les 20% d'enseignants qui sont des second career teachers, des personnels dont finalement devenir enseignant est la seconde carrière, et on peut voir que l'Australie, la Lettonie sont des pays qui sont très intéressants sur ces questions-là, parce qu'il y a vraiment un chemin pour attirer des professionnels performants dans d'autres métiers, pour les affecter directement dans les écoles où il y a de la pénurie et faire en sorte qu'ils aient un accompagnement vers le métier d'enseignant progressif qui les rend opérationnels. Diapo suivante. Créer un choc d'attractivité, c'est l'enjeu aujourd'hui. Il faut revaloriser le métier d'enseignant dans la société. Et diapo suivante, on peut voir, et pour commencer avec quelque chose de positif, 90% des enseignants sont satisfaits professionnellement globalement. Même en France, le chiffre est de 79%. C'est plutôt dans la fourchette basse, mais ça reste quelque chose de positif et qu'il faut signaler que malgré les difficultés du métier, ben, les enseignants demeurent toujours satisfaits. La diapo suivante montre aussi qu'il y a des liens qui sont plutôt de qualité entre les enseignants et les élèves et qui leur apportent de la satisfaction, mais aussi entre les enseignants et les parents. On voit qu'il y a plus de 60% des enseignants qui déclarent avoir des bonnes relations avec les parents. En France, la situation est différente quand on compare l'élémentaire et le collège. Au collège, il y a seulement 45% des enseignants qui estiment avoir une bonne relation avec les parents. On montre à une proportion beaucoup plus élevée quand on regarde les écoles élémentaires, et des pays comme l'Italie qui ont créé vraiment une culture bienveillante, une culture de l'établissement pour créer du lien entre les élèves et les enseignants, entre les parents et les écoles, font partie des pays qui s'en sortent très bien sur cette dimension. Diapo suivante. La reconnaissance des enseignants reste dégradée dans la plupart des pays et particulièrement en France, hein. C'est un chiffre qui a été repris au moment de la sortie de Thalys. Il y a 4% des enseignants qui se sentent valorisés à leur juste valeur par la société. En France, c'est moins, c'est la proportion la plus faible des pays de l'OCDE, hein. La moyenne est de 20%. Donc, elle est très faible aussi, et il y a un véritable besoin de valorisation des pays. Et quand on regarde les critères qui expliquent la réussite, je vous ai mis sur la gauche Singapour, la Finlande, les Pays-Bas, la Corée, l'Australie. C'est des pays qui ont des très bonnes performances, où les élèves ont des très bonnes performances dans PISA. Donc, quelque part, la valorisation, c'est aussi la réussite du système éducatif qui donne une impression aux enseignants d'être valorisés. Diapo suivante. Alors le salaire compte pour la reconnaissance, et malheureusement c'est pas l'unique critère, et souvent on a tendance à focaliser le débat sur le salaire. Diapo suivante, on peut voir qu'en France vous avez 27% des enseignants qui sont satisfaits de leur salaire au niveau du premier cycle du secondaire, 22% dans l'élémentaire, 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Alors il y a certains pays sur la gauche qui ont particulièrement progressé. C'est le cas de la Roumanie, par exemple, où il y a eu une augmentation d'un tiers du salaire des enseignants, donc ça crée quand même une satisfaction. Et c'est intéressant d'aller dans le détail de ces chiffres, c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, où en France, par exemple, on a des écarts assez importants de satisfaction en fonction des jeunes enseignants en début de carrière. 42% sont satisfaits. Des enseignants en milieu de carrière, 24% seulement sont satisfaits. Ceux qui sont dans les zones rurales sont plus satisfaits que ceux qui exercent dans les grandes villes. On comprend bien que l'enjeu du salaire, c'est aussi réfléchir qui doit être valorisé en priorité. On sait qu'en France, il y a eu quelques efforts de fait sur les débuts de carrière, mais beaucoup moins sur le milieu de carrière, qui crée vraiment un souci, un manque, un découragement des enseignants en milieu de carrière. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et on peut voir, quand on compare le salaire des enseignants aux autres professions qui demandent un diplôme équivalent, en moyenne dans les pays de l'OCDE, les enseignants gagnent 17% de moins
que ceux qui ont un diplôme équivalent. En France, quand on regarde dans l'élémentaire, ils gagnent 26% de moins. Donc, la question salariale est vraiment un enjeu, mais c'est pas l'unique enjeu de valorisation, comme on peut voir sur la diapo suivante. Quand on regarde la satisfaction professionnelle, c'est l'axe vertical et le salaire moyen des enseignants, c'est l'axe horizontal. Il n'y a pas de corrélation très forte entre les deux variables, hein. On a quelque chose de très mineur qui montre que c'est pas uniquement le salaire le moteur de la valorisation des enseignants. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est pour ça que les conditions de travail aujourd'hui pèsent tout autant, voire davantage sur l'attractivité du métier. C'est ce qu'on peut voir dans la diapo suivante, qui a une vraie dégradation des conditions de travail, c'est-à-dire de la perception des enseignants, c'est que leur travail devient plus stressant qu'il n'était, que la charge administrative peut être plus élevée, que les relations, le climat de discipline se dégrade. C'est tout ça qui explique les conditions d'emploi et la France fait partie des pays où elles se sont dégradées le plus. Donc c'est une vraie réflexion aujourd'hui. On a différents éléments de réflexion. C'est ce qu'on peut voir sur la diapo suivante. Il ressort que en termes de charge de travail, ça peut évoluer. En France, on est toujours à 39 heures et dans la plupart des pays, on est resté à un temps de travail à peu près équivalent au fil des années. Donc, c'est pas forcément le temps de travail en lui-même des enseignants qui a changé, mais c'est plus la structure des écoles et c'est ce qu'on peut voir sur la diapo suivante. C'est particulièrement éloquent en France, mais c'est marqué dans la plupart des pays. Il y a 43% il y avait en 2018 42% des enseignants qui exerçaient dans des écoles où il y avait au moins 10% des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. On est passé à 74% des enseignants qui travaillent dans des écoles où il y a plus de 10% d'élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Donc le métier est d'autant plus difficile que les enseignants sont mal préparés sur ces questions-là, en général dans les pays de l'OCDE. Et on peut, diapo suivante. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le climat de discipline a eu tendance à se dégrader dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, vous avez, par exemple, en France, 80% des enseignants en 2024 qui déclaraient, qui déclaraient fréquemment ou toujours devoir calmer les élèves perturbateurs. Les proportions sont élevées dans la plupart des pays et ça joue sur la qualité de l'apprentissage, hein. En France, 18% du temps scolaire est consacré à la discipline. Donc, peut-être qu'on pourrait faire mieux en mieux préparant aussi nos enseignants à la gestion de classe. Diapo suivante. Les leviers d'attractivité, mieux former et accompagner les jeunes enseignants. C'est important de parler des leviers autres que le salaire et je crois que il faut mieux former et les enseignants eux-mêmes en France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est la couleur orange, déclarent que leur formation initiale s'est dégradée, ils sont moins nombreux à penser qu'elle les a bien préparés sur la pratique pédagogique dans certaines ou toutes les matières qu'ils enseignent. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de réfléchir à la formation initiale. Il faut équiper les enseignants et aussi les contractuels, ceux qui accompagnent les enseignants ou qui travaillent dans les écoles sur ce volet pédagogique du métier. Et puis, l'accompagnement est aussi un enjeu clé, c'est ce qu'on peut voir sur la diapo suivante où finalement il y a certaines pratiques qui sont très peu développées en France alors qu'elles sont beaucoup plus développées ailleurs. Par exemple, en France, vous avez 17% des enseignants qui avaient un mentor quand ils ont commencé leur carrière, qui est un élément important. Je vous ai mis aussi la Finlande, vous verrez dans la diapo suivante. Pourquoi? Parce qu'on vante souvent le système finlandais comme étant le meilleur et là on peut se dire, ah, mais les jeunes enseignants ne sont pas accompagnés. Mais on peut voir qu'en France, on n'a pas cette pratique. Et sur la diapo suivante, il y a aussi beaucoup de pays qui ont des mesures d'intégration pour les enseignants, des mesures d'intégration formelles, mais aussi des mesures d'intégration informelles. Et c'est là que c'est intéressant de regarder l'exemple finlandais où beaucoup de choses se font de façon informelle. Il y a une vraie culture de l'établissement en Finlande et les enseignants travaillent en équipe, se soutiennent, aident les jeunes enseignants à s'intégrer et finalement de façon informelle. C'est même pas dans un cadre formel et développer cette culture de coopération et d'intégration est ultra importante. Deuxième levier,
donner des perspectives de carrière et de développement de compétences tout au long de la vie, hein, c'est vraiment le point faible en France. C'est ce qu'on voit sur la diapo suivante. C'est qu'on est très en retard sur la formation professionnelle des enseignants en termes de quantité, en termes de nombre d'heures. En termes de qualité, parfois on a des difficultés à avoir des formateurs et puis elle n'est pas forcément ciblée sur les besoins des enseignants. On voit que il y a seulement 9% des enseignants qui ont eu une formation professionnelle sur l'utilisation de l'IA, sur la gestion de classe. On est 25% seulement. C'est véritablement l'enjeu aujourd'hui d'offrir aux enseignants des perspectives de développement professionnel. C'est aussi ça qui crée de l'attractivité dans le métier. Et quelques diapos rapidement sur l'intelligence artificielle. Donc, on peut voir, hein, les chiffres étaient de 2024, donc il y a eu quelques progrès, mais en France, il y avait simplement 14% des enseignants qui utilisaient l'intelligence artificielle dans leurs apprentissages, alors que dans certains pays, en 2024, à Singapour, il y avait déjà une stratégie depuis 2019. En Corée, il y a des plateformes pour l'utilisation, il y a des laboratoires de recherche aux Pays-Bas. L'Estonie vient d'inclure ChatGPT dans son fonctionnement, dans son programme scolaire. Il y a des vraies réflexions et peut-être qu'on est en train de rater le train en France et c'est là que les exemples internationaux sont intéressants. Diapo suivante qui vous montre que aussi les enseignants n'ont pas été formés sur la formation, n'ont pas eu de formation professionnelle à l'utilisation de l'IA. Et ce qu'on peut voir sur la diapo suivante, c'est que les pays où les enseignants utilisent le plus l'IA dans leurs enseignements, ce sont les pays où les enseignants étaient le plus formés. C'est très logique d'avoir ce genre de corrélation, mais ça montre que justement, c'est en ayant une formation continue de qualité qu'on peut espérer avoir quelque chose, avoir finalement des pratiques pédagogiques qui infusent des changements de pratiques pédagogiques dans les écoles. Et dernier levier d'amélioration, créer une culture d'établissement forte, c'est important, c'est la clé et on a du mal en France, hein. Finalement, on était le dernier pays à ne pas avoir de conseil d'évaluation de l'école, à avoir d'évaluation des établissements en Europe. Donc, il y a besoin de créer cette culture d'établissement. Et ce qu'on peut voir, c'est que on est le pays qui passe le moins d'heures, où les enseignants passent le moins d'heures à travailler en équipe, ce qui est pourtant une pratique qui est très utile pour créer cette culture de coopération et d'entraide. Ce qu'on peut voir dans la diapo suivante, c'est pourtant quand les enseignants développent cette culture de coopération ou coopèrent, ça leur apporte une satisfaction au travail. C'est particulièrement marqué en France. Et aussi dans la performance des élèves, quand on réfléchit à cette culture d'établissement, ce qu'on a pu voir dans 2015 en PISA, c'est quand on donne de l'autonomie aux chefs d'établissement ou aux enseignants sur les ressources pédagogiques, le programme scolaire, la discipline, vraiment sur la vie de leur établissement, ça procure en général des effets positifs, alors que sur la diapo suivante, on peut voir que quand c'est l'autorité nationale qui est responsable des prises de décision, en général, la performance des élèves diminue. Donc, ça veut dire aller vers de la décentralisation peut être une bonne idée à partir du moment où on met en place aussi une culture de l'évaluation. Deux mots pour conclure. Euh, une conclusion, pourquoi investir dans le métier d'enseignant, c'est la clé, c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, c'est qu'en général, c'est un résultat de PISA que je trouve le plus intéressant. Plus les élèves étaient d'accord avec l'idée que leur professeur aimait enseigner, qu'il était enthousiaste, qu'il connaissait sa matière, qu'il montrait du plaisir, plus les élèves étaient d'accord avec cette information, meilleure était la performance obtenue par ces élèves, et même à niveau socio-économique équivalent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, investir dans les enseignants, bien les préparer aux enjeux pédagogiques, à l'entrée dans le métier, et faire en sorte qu'il y ait un climat scolaire où ils prennent du plaisir dans leur métier, ça va infuser et c'est un levier pour améliorer la performance des élèves. Et le dernier diapo que j'ai, c'est vous dire que il faut vraiment qu'on crée un débat sur le métier d'enseignant dans son globalité. C'est un petit peu ce qu'on a eu du mal à faire en France avec le Grenelle de l'éducation, c'est de prendre les conclusions pour en faire une grande réforme du métier. C'est ça l'enjeu et ce qu'on voit souvent dans les pays qui sont performants dans les études internationales comme PISA,
c'est que souvent, il y a des leviers qui sont très clairs, qui sont mis en œuvre pour attirer les étudiants vers le métier d'enseignant, pour les former, la formation initiale et la formation continue, pour les accompagner dans le métier en début de carrière, pour les faire évoluer et puis pour leur offrir des perspectives de mobilité ou d'évolution de carrière tout au long. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu et c'est peut-être là où on n'a pas été très bon en France, si on revient sur le sujet, c'est qu'on a du mal à aborder la question du métier d'enseignant de façon globale. Et c'est pour ça que cette conférence du CNESCO est ultra importante. Je vous remercie de votre attention et merci encore à la personne qui a passé mes diapositives parce que j'en avais beaucoup.